Parlons à présent du séjour du ministre des Affaires étrangères en Suisse. Le patron de la diplomatie gabonaise a assisté à une initiative majeure sur la modernisation des passeports diplomatiques et de services. Cette réforme sur l'acquisition de nouveaux matériels et la formation des agents vise à garantir la conformité de ces documents aux normes CEMAC et Commonwealth. On fait le point avec Sheila Mebalé, Paul Jessica Nkol. Ils seront bientôt disponibles auprès des demandeurs. Il s'agit des passeports diplomatiques et de services. Le séjour du ministre des Affaires étrangères en Suisse a permis au patron de la diplomatie gabonaise de toucher du doigt ce nouveau document de voyage remplissant les exigences de notre adhésion à la CEMAC et au Commonwealth. Ce partenaire qui nous est privilégié entretient avec nous des relations qui ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce projet se matérialise grâce justement à des efforts mutuels que nous avons dû mettre en branle. Et c'est un sentiment de satisfaction de manière globale qui se dégage entre les deux parties. Cette rencontre a été également l'occasion de lancer la formation des agents du service passeport du ministère des Affaires étrangères dans l'utilisation des nouveaux équipements acquis pour la sécurisation de ces documents. Ce nouveau projet a été réalisé dans le cadre de la modernisation des passeports de la zone CEMAC. Nous avons donc refondu les passeports sur lesquels nous travaillons depuis 2 décennies pour les moderniser tant sur le plan esthétique que de la sécurité. C'est chez OLFUC un sujet qui nous tient particulièrement à cœur de parvenir à conjuguer le volet esthétique avec le volet sécuritaire et de proposer au Gabon des passeports à la pointe de ces deux sujets. La modernisation des passeports diplomatiques de service représente une avancée significative dans le processus de digitalisation et de sécurisation des documents officiels. Sous l'impulsion du ministre des Affaires étrangères, cette initiative témoigne d'un engagement fort en faveur de l'efficacité, de la transparence et de la sécurité. Un pas de plus vers une administration moderne et performante. Sinon, ce lundi, il était également question pour les responsables de la presse privée, écrite et en ligne et les producteurs des entreprises audiovisuelles et de photographie privées de prendre part à la séance de travail conduite par la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, à son cabinet de travail. À l'ordre du jour, la subvention de la presse et l'amélioration des conditions de travail. On fait le point avec Patrick Simangoy, Roderick Simangoy et Dissourel Yakunda. Au 3e jour de la série des premières de l'économie rattachée au secteur de communication dont elle a la charge, Laurence Ndong a longuement échangé et discuté ce lundi 27 janvier avec les représentants de la presse privée écrite et en ligne et avec les responsables des entreprises de production audiovisuelle et de photographie. Avec le premier groupe cité, les discussions se sont appuyées sur les textes qui régissent le mode de fonctionnement de la subvention annuelle de la presse privée écrite et en ligne, à savoir le prélèvement de 15% du montant pour les frais de gestion de la commission d'attribution de la subvention. Unanimement, les représentations de la presse écrite et en ligne, on a décidé, on a accordé, on est tombé d'accord avec le ministère pour que la commission commence le travail sur la base le financement des frais de gestion. Les frais de gestion doivent être prélevés dans la subvention. Ça a toujours été comme ça dans le passé. À ce jour, 100 dossiers sont en examen à la commission. Cette année, les représentants de l'UNESCO, de l'OIF, de la primature et de la HAC seront partie prenante de la commission par souci de transparence chère à la première autorité du ministère de la Communication. Les responsables des entreprises de production audiovisuelle et de photographie, quant à eux, ont présenté à la patronne de la communication
les réalités et les difficultés de leur métier. Nous en sortons assez satisfaits, je vais dire, au regard de toutes les mesures que Madame le ministre a présentées, au regard de toutes les mesures qu'elle nous a annoncées. Donc ça va nous permettre à nous de nous mettre beaucoup plus au travail et de proposer des contenus beaucoup plus de qualité. Et la photo, dans les jours à venir, je pense que de par les informations que nous avons avec Madame le ministre, va voir son séjour meilleur. Pourquoi? Parce que il y a la création du Festival international de Libreville qui va mettre en valeur ces photographes. La stratégie actuellement mise en place par le ministère de la Communication permettra à tous d'exercer dans des conditions optimales et aux entreprises d'être fortes et compétitives. C'est tout le sens à donner à ces échanges convoqués par Laurence Ndong. Repartons à l'étranger pour parler de la participation du Gabon au Salon international du tourisme à Madrid, un rendez-vous d'envergure qui a permis de solidifier la coopération touristique avec l'Espagne. Dans son chronogramme de travail, Pascal Ogowe-Siphon a rencontré son homologue et plusieurs autres personnalités pour établir de nouvelles bases qui vont participer au développement du secteur dans notre pays. Ahmad Beni Ivaka. Pascal Ogowe-Siphon démarre sa tournée en terre espagnole sur des chapeaux de roue. Avant la rencontre avec son homologue, le capitaine du navire tourisme gabonais s'est rendu à l'ambassade du Gabon pour présenter à la diplomate Allegra Bongo, par ailleurs représentante du Gabon à l'ONU Tourisme, la vision de son département ministériel à long terme avec le Royaume, avant d'effectuer un tour du propriétaire en guise d'encouragement pour le travail abattu par le personnel de cette représentation diplomatique. Mais la cerise sur le gâteau est bien évidemment le grand retour du Gabon sur la scène touristique international au Fitur 2025 à Madrid, entendez, Salon international du tourisme. La délégation gabonaise est allée rencontrer le ministre du tourisme espagnol pour égrener les questions stratégiques visant à redynamiser les relations bilatérales entre nos deux pays dans le domaine touristique. Après l'échange avec le ministre espagnol du tourisme, Pascal Ogowe-Siphon et sa suite ont ouvert une séance de travail avec la secrétaire d'État espagnole. Au centre des discussions, la formation des étudiants et professionnels gabonais animée par un besoin d'investissement d'infrastructures touristiques. La partie espagnole a d'ailleurs proposé un partage d'expertise en gestion hôtelière, incluant l'intervention du cabinet d'ingénierie touristique et l'expertise de Tour España, avant de souligner l'importance pour le Gabon d'intensifier sa participation au sein de l'Organisation mondiale du tourisme et de jouer un rôle primordial lors des prochaines sessions de l'OMT. Entendu que le pays ambitionne de faire du secteur touristique un levier de croissance économique et de développement durable, la vision du Gabon est donc de s'imposer comme la nouvelle frontière de l'écotourisme africain. Le pavillon gabonais au Salon international du tourisme dit Fitur s'est soldé avec plus de 200 visiteurs. L'idée était de mettre sous les projecteurs la richesse du patrimoine naturel et culturel gabonais, de consolider les relations avec les acteurs internationaux du tourisme et de renforcer la visibilité du Gabon dans le circuit des salons professionnels majeurs. En somme, Pascal Ogowe-Siphon assure que son pays prendra les dispositions nécessaires pour encourager les investisseurs étrangers dont l'Espagne a contribué au développement du secteur touristique local. Elodie Diane Fouefoué Sanjo, la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, comme son collègue des Sports, était en visite dans les directions placées sous la tutelle du ministère dont elle a la charge, une descente de terrain pour toucher, elle aussi, les réalités. Claude Matumba, Gérald Ifunji. C'est une journée marathon pour Elodie Diane Fouefoué pour Sanjo. Tout commence à 7h30 avec la levée des couleurs. Autour des collaborateurs, le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance débute sa semaine avec un agenda chargé. Tout de suite, sur le terrain, le membre du gouvernement va s'entretenir avec les 4 directions générales placées sous sa tutelle. D'abord, la direction générale de l'égalité des chances, puis de la promotion de la femme et du genre. Celle de la famille n'est pas restée en marge. Et à côté, la direction générale de la veuve et
de l'orphelin. J'ai relevé qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait un bon rendement dans tout ce que nous faisons. Il faudrait bien que nous travaillions dans de bonnes conditions. Les partenaires sociaux ont également été au cœur de cette journée. Ils accompagnent le chef de département pour une collaboration apaisée et constructive. La tournée a conduit le ministre à la halte garderie de Lalala. Ici, elle a pu constater les conditions d'accueil et d'encadrement des enfants. Ce que j'ai vu m'amène à m'interroger pourquoi et penser à faire un état de lieu dans les plus brefs délais pour que tous ces problèmes-là soient résolus. Ensuite, direction le centre de protection et de promotion sociale de Nzengayon, un espace dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences. La journée s'est clôturée par une visite à la halte garderie de Nzengayon où Elodie Diane Fouefoué épouse Sanjo a échangé avec les équipes, témoignant une fois de plus de son engagement pour les personnes les plus vulnérables. Le président de la République a eu la volonté de pouvoir ramener ce ministère et je crois qu'il ne l'a pas fait en vain. Tous ensemble, nous devons nous tenir la main pour que toutes ces attentes-là soient résolues. Une journée intense marquée par des rencontres et des initiatives en faveur de la femme, de la famille et des enfants. Et direction Lambaréné où le garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjou, est lui aussi en mission de terrain sur les chantiers du CTRI en cours d'exécution dans cette partie du pays. Yves Malik nous fait le point. C'est une équipe resserrée qui s'est exécutée à regarder de plus près le niveau d'avancement des travaux. Sur mandat de Paul-Marie Gondjou, président du comité de suivi des chantiers de 7 milliards de francs CFA pour le Moyen-Goué. Première escale, les 2 plateaux sportifs du lycée Adiwa. Ici, les choses ont mieux fait qu'avancer. Le chantier était prévu pour 2 mois et on a eu pratiquement des imprévus pour créer un caniveau qui n'était pas pris en compte. Donc voilà, comme vous-même vous voyez, le chantier a été livré, il est à 100%. Excepté quelques ajustements à faire, la communauté éducative locale, tout en l'ayant testé, a marqué sa satisfaction et sa gratitude. Les gens ont initié, je les remercie, de réfectionner ces plateaux sportifs. Les 2 terrains sont vraiment magnifiques. Ils ont fait du bon travail. En marge de cette visite, le président du lycée Adiwa a bénéficié d'un important don de matériel sportif. La vitesse de croisière n'est pas tout à fait la même au plateau du lycée Aubin-Georges Moundjekou, où on en est à 75% des travaux. Alors, que reste-t-il concrètement encore à faire? Il reste à poser les anneaux de basket et puis les filets sur les cages à but de handball et puis refaire les dernières couches de peinture. Outre la partie éducation, le secteur santé est aussi en cure de jouvence à travers ces 4 dispensaires de la commune de Lambaréné, Isaac, Atié, Magnan et Moussamoukougou. Les travaux s'exécutent à une vitesse raisonnable. Comme vous pouvez le constater, ils sont exécutés quasiment à 60% des travaux. La première partie des travaux seront livrés à peu près dans 3 semaines. Et après, nous pourrons attaquer la deuxième partie qui concerne l'aménagement extérieur. S'agissant du gros œuvre, l'imagerie médicale, l'ennemi demeure la météo pluvieuse. Toutefois, Christian encore rassure. L'élévation des agglos ne prend pas du temps. Avec 4 maçons, ce bâtiment-là, au bout de 2 semaines, sorti. Des fortes et bonnes assurances pour ces émissaires du garde des Sceaux qui ont aussi apprécié le foyer protestant du matériau en phase d'achèvement. À noter que d'autres chantiers sont en cours d'exécution. Ils attendent juste la phase du financement. En santé, justement, le professeur Adrien Mougougou est lui en visite à l'école de formation d'action sanitaire et sociale de Mouila. Il est allé s'assurer de l'effectivité des cours dans cette structure totalement réhabilitée, en même temps que celle de Makokou et Oyem, en vue de répondre aux déficits en personnel qualifié dans notre pays. On fait le point avec Daniel Bouka et Chélie Mania. École provinciale de formation en action sanitaire et sociale de Mouila. Première étape des visites du ministre de la Santé dans ces écoles réouvertes après bientôt 20 ans de fermeture. Le membre du gouvernement est venu s'assurer du début des enseignements et transmettre aux futurs personnels de santé et sociaux les attentes du président de la transition qui avait décidé de leur réouverture. Vous avez choisi en tout temps et conscience de venir ici pour devenir infirmier, non? Oui. Parce que on ne vient pas forcément ici pour chercher le travail. Donc, on veut des infirmiers qui sachent véritablement se mettre au service du patient, au service de l'autre qui souffre.
Totalement réhabilités, équipés, pourvus en personnel administratif et enseignant, les PEFAS Mouila, qui dispose également d'une clinique pour la partie pratique, offre un cadre idéal pour faire des prochains diplômés des modèles. Moi, on m'a appris quand j'étais en fac de médecine, quand on était à l'hôpital, mes maîtres qui disaient dès qu'un malade a franchi le seuil de la porte de l'hôpital, de l'hôpital, ça devient votre problème à vous. C'est vous les parents de ce type-là. Vous devez vous approprier ça. Vous devez montrer que il arrive ici et il trouve des gens qui l'attendent. Ce n'est pas les gens qui se disent non, ça c'est son problème, ils n'ont pas la capacité. Non, ça c'est pas un infirmier, c'est pas un technicien de labo, c'est pas un médecin. Comme les écoles provinciales de Yem et Makokou, où le ministre de la Santé est attendu, les améliorations seront apportées. Début à l'Université des sciences de la santé de l'examen de fin de semestre. L'administration et les étudiants ont reçu la visite surprise du ministre de l'Enseignement supérieur tôt ce matin. Le professeur Marcel Ibinga Itita a assisté à la cérémonie de la levée des couleurs avant le démarrage des épreuves. Cabrel Guillain, les mamies. Rassemblés ou traînant dans la cour avec dans leurs mains des notes, ces étudiants de l'Université des sciences de la santé s'apprêtent à plancher sur les épreuves de l'examen de fin de semestre, une phase critique précédée par le lever des couleurs auquel a pris part le ministre de l'Enseignement supérieur, le corps rectoral et les enseignants. Notre composition s'est basée sur la biochimie. On n'était pas forcément bien préparé, mais on essaie de s'en sortir. L'objectif de cet examen est d'évaluer les étudiants sur les connaissances acquises durant le premier semestre, une étape qui couronne le travail des enseignants. Conformément à notre calendrier académique, nous avons débuté aujourd'hui les examens de fin de premier semestre de cette année académique. Cela dit donc, ces examens vont s'étendre jusqu'au 18 février prochain. L'examen de fin de semestre à l'US, l'Université des sciences de la santé, est aussi l'occasion, sinon une étape pour les enseignants de se faire eux-mêmes évaluer, étant donné que leur travail consiste à former, accompagner et non de faire échouer les étudiants. Ici, c'est une phase cruciale parce qu'il s'agit ici d'évaluer les étudiants, mais en même temps aussi de nous évaluer. Parce que par les étudiants, par la réussite aux examens, nous arrivons à mettre le curseur sur comment nous devons continuer à dispenser nos enseignements. La correction de ce rituel d'évaluation se déroulera durant 2 semaines. Elle débute d'ailleurs avec cette première phase d'évaluation.